sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode où on va parler de parentalité et notamment de politisation de la parentalité ou des aspects dépolitisés de la parentalité, je ne sais pas dans quel sens, il vaut mieux le dire, mais en tout cas dans le côté angle mort politique. En fait, c'est un sujet que j'ai proposé sur Instagram en story il y a plusieurs semaines pour savoir si ça vous tenterait. Il y en a plusieurs qui m'ont dit oui carrément, etc. Donc j'avais mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me dire sur Instagram les sujets que vous vouliez que j'aborde. Il y en a eu beaucoup. Bon, il y en a qui reviennent régulièrement, comme la question de la garde par exemple, mais il y en a eu beaucoup. Certains des très drôles d'ailleurs. Et donc du coup, je me suis dit que dans cet épisode, plutôt que de les prendre un par un et de faire un espèce de catalogue des sujets liés à la parentalité pour les politiser ou pour empêcher de les dépolitiser, voilà, je me suis dit ça va pas être super intéressant, ça va être un petit peu redondant et tout. Donc j'ai essayé de faire un épisode qui lie un peu plus tout ça plutôt que de prendre un sujet l'un après l'autre, mais de prendre en fait les grandes thématiques qui sont transversales, on va dire, au sujet voilà que vous avez amené, la question des gardes, la question des places en crèche, la question de l'allaitement en public, la question du congé maternité, du congé parental au sens large, la question des vacances scolaires qui sont plus importantes que les congés payés et du coup comment on fait. Enfin bon bref, il y a eu plein de trucs. Donc ce que je te propose dans cet épisode, c'est que on va partir avec notre point de départ va être que quand on dépolitise un sujet, la plupart du temps, ça je vous en ai déjà parlé 25 000 fois, vous allez observer un effet d'individualisation de la problématique et ou de psychologisation, voire de psychiatrisation de la problématique. Pour donner les exemples que je donne souvent, si c'est pas très clair ce que je raconte, la charge mentale, voyez, concept éclairant, intéressant, important, tout ce que vous voulez, mais qui peut aussi être complètement dépolitisé en disant c'est un problème d'organisation. Voilà, c'est un problème, cette femme, elle a un problème de charge mentale parce qu'elle ne sait pas s'organiser. Vous voyez, donc là vous avez le concept de charge mentale mais dépouillé de toute sa portée politique, dépolitisé pour en faire un problème individuel et en faire un problème un peu psychologique, c'est toi qui es un peu contrôlante, tu sais pas gérer ton stress, machin. Un autre exemple, l'éco-anxiété. Voilà. Dépolitisation totale des criminels climatiques pour rapatrier sur un sujet individuel. Il y a des individus, voilà, qui ont de l'anxiété, de l'éco-anxiété, et donc on voit même une psychologisation, voire un peu une psychiatrisation de la thématique. Bon, et avec la parentalité, on va voir la même chose. C'est-à-dire qu'on va la dépolitiser, on va dépolitiser ce sujet, et on va en faire un problème de couple au mieux, voire individuel. En quel cas, c'est un problème de femmes, la plupart du temps, on aura l'occasion de s'en reparler, et avec plein d'effets de psychologisation et compagnie. Donc on va partir de ça, et puis on va se parler de ce que ça veut dire politiser la parentalité, on va parler du travail parental, de ce que ça implique, donc là on parlera de congés, etc., etc. On parlera du travail gratuit des femmes dans la maternité. Je veux absolument qu'on se parle de la question des pères, c'est-à-dire de l'implication des pères et de la non-implication des pères de leur fait ou pas. Je fais ça comme ça. Et tac à tac, et puis je toucherai un petit mot sur la question des accompagnants et des accompagnantes dans la fin de l'épisode, puisque bien entendu il y a beaucoup de pros de l'accompagnement ici. Bon, avant qu'on attaque, pour remettre le mini contexte pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent par cet épisode, en quel cas bienvenue, ou celles et ceux qui n'ont pas trop suivi les dernières semaines, derniers mois, je suis moi-même dans mon 2e trimestre de grossesse, et donc cet épisode vient aussi de la réunion, de la rencontre, on va dire, entre des débats politiques, des réflexions politiques qui ont déjà pu être menées de manière antérieure à ça, dans le cas des débats féministes, dans le cas des débats anticapitalistes, etc. Et l'expérience phénoménologique de ces derniers mois, de ces 6 derniers mois.
Notamment, j'aurai l'occasion de citer, il faut que je pense à vous les mettre dans la description si vous voulez retrouver les noms, deux autrices féministes que j'affectionne particulièrement, dont, si vous connaissez mon travail, vous avez l'habitude d'entendre parler. C'est le cas de Silvia Federici, pour la première, alors que vous connaissez peut-être... alors soit par moi parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, soit par ailleurs, je sais pas, peut-être passer bouquin directement par YouTube, par d'autres confrères ou consoeurs, qui est un peu plus connue, on va dire ça comme ça, et la deuxième autrice féministe, qui sont toutes les deux des militantes communistes, soit dit en passant, elles sont pas juste autrices, qui est Leopoldina Fortunati. Toutes les deux ont beaucoup travaillé la question du travail domestique au sens très large, sur lequel on aura l'occasion de revenir dans cet épisode, parce que, évidemment, qui dit parentalité dit qu'on va nécessairement parler de la question du travail domestique, qui, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, est un travail non rémunéré dans le capitalisme, et évidemment, ça, c'est central pour faire une analyse politique de la parentalité. Ça va être compliqué de passer à côté du mode de production, n'est-ce pas? Voilà pour l'introduction. Qu'est-ce que je vous ai pas dit dans cette introduction? Vous avez compris ce truc de individualisation. Alors là, on peut parler d'individualisation, notamment des femmes, mais on va dire en tout cas de réduire l'échelle le plus possible. Donc voilà, on n'a pas du tout un problème d'épuisement parental. Non, on a un parent isolément qui a fait un burn-out parental, comme on dit maintenant. C'est pas un problème de service public, de place en crèche, de modalité de garde, de je sais pas quoi. C'est des questions d'organisation, c'est des questions de pas de bol, c'est des questions de faut vous organiser dans le couple, voilà. C'est pas un problème qu'on n'a pas des congés parentaux adaptés, c'est le fait que faut retourner bosser. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours des problèmes d'organisation, des problèmes de gestion du temps, c'est au couple de s'organiser, c'est aux parents célibataires de s'organiser, etc. Blablabla, dépolitisation totale. Donc moi je veux qu'on se dise que la parentalité c'est un lieu central. Que vous l'ayez vécu, que vous souhaitiez le vivre, et que vous ne le puissiez pas, pouvez pas. J'ai un doute sur la conjugaison, mais vous avez compris. Que vous ne vouliez pas le vivre, quoi qu'il en soit c'est vous, soit c'est vos proches, vos amis, votre famille, etc., etc. Donc évidemment, c'est un sujet central qui en plus est un peu, comment dirais-je, sur le devant de la scène médiatique, si je pourrais dire ça comme ça, un petit peu ces dernières années, suite à l'allocution brillantissime de notre président qui a parlé de réarmement démographique. Voilà, on sait très bien, il y a rien qui allait là-dedans, ni sur la vision des femmes et de leur utérus, ni sur la vision des enfants qui ne sont pas des armes en fait, clairement. Et puis de tous les débats qui tournent autour de ça, sur la question de la natalité qui baisse, etc., etc. Bon, voilà. Donc, mon idée avec cet épisode, c'est déjà de dire la parentalité, c'est pas un espace privé que le politique regarde un petit peu de loin comme ça de temps en temps. Non, la parentalité, elle est au centre de la société et elle est au centre de nos vies, soit parce qu'on est soi-même parent, soit parce qu'on voudrait l'être et qu'on ne le peut pas ou qu'on ne le peut pas maintenant, etc., ou parce qu'on ne veut pas l'être, mais on sait très bien que c'est très coûteux, notamment pour les femmes, surtout pour les femmes, de dire qu'elles ne veulent pas être mères, soit parce que ça arrive de toute façon aux proches autour de vous, etc. Donc voilà, c'est un lieu central de la société, et c'est pas juste un lieu central de débat, de discussion, je sais pas quoi. Non, c'est un lieu central de production sociale, c'est un lieu central de la production économique, et c'est un lieu central du politique. Et évidemment que les questions économiques, elles vont être intrinsèquement liées à ces questions-là, notamment en ce qui concerne les congés, notamment en ce qui concerne les places en crèche et la garde d'une manière générale, etc. Donc on va se parler de ça. Bien sûr, il y aura la question de la répartition de genre et de toutes les injonctions de genre qui s'ajoutent là par-dessus. Et aussi, on en parlera un petit peu moins dans cet épisode parce que bon, voilà, malheureusement il fallait faire des choix parce qu'on pouvait pas parler de tout, mais j'en profite juste avant d'attaquer la première vraie partie entre guillemets de cet épisode, de rappeler ou de planter la graine ou de préciser que la mouvance actuelle qu'on entend siffloter partout chez les bourgeois, de demander des espaces child free, des espaces no kids, est un scandale absolu. Les enfants
ne sont pas des objets. Les enfants ne sont pas une catégorie de la que vous en vouliez, que vous en vouliez pas, que vous le puissiez pas. C'est pas la question, hein. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains de second ordre, ce ne sont pas des êtres humains minimisés, ce ne sont pas des êtres humains, je ne sais pas, moins importants. Voilà, la Constitution interdit, heureusement, d'interdire des endroits d'espace public à certaines catégories de la population. Je me permets de rappeler ça comme ça. Alors peut-être il y en a parmi vous qui vont dire, bah oui, mais ça c'est des espaces privés. Oui, oui, je le déplore. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique, c'est-à-dire les enfants ne devraient pas être des êtres humains secondaires, minimisés, moins importants, je ne sais pas quoi. C'est cette mouvance-là, je sais pas s'il faut dire mouvance, mais vous comprenez ce que je veux dire, est vraiment extrêmement problématique. Elle est aussi, au passage, extrêmement misogyne, puisque c'est majoritairement les femmes, n'en déplaise à la partie commentaires sur YouTube, c'est majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants, de surcroît dans l'espace public. Donc évidemment que rendre d'autant plus compliqué la présence des enfants dans l'espace public, c'est-à-dire alors là on avait eu le truc de la SNCF, hein, c'était quand cette histoire il y a quelques mois là, j'ai pas suivi au final s'ils l'ont fait ou pas, qui voulaient faire des wagons sans enfants là, hein. La difficulté d'allaiter en public, puis ces enfants en public, voilà, faut pas qu'ils bougent, faut pas qu'ils parlent, faut pas qu'ils pleurent, faut pas qu'ils crient, faut que... Bon. Donc c'est effectivement extrêmement adultiste, puisque du coup, c'est ce que je disais avant, c'est vraiment considéré que les enfants sont des plaies. C'est du coup de fait extrêmement misogyne, puisque c'est majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants dans l'espace public, donc en fait ça va encore retomber, enfin ça retombe encore sur les femmes, de trouver des moyens, de s'adapter, etc. Et que du coup c'est aussi à elles qu'on refuse l'espace public. Je pense notamment à la question de l'allaitement en public. Et au passage, c'est aussi extrêmement validiste, hein. Je vous invite quand même à réfléchir, à entendre la question validiste derrière ce rapport qu'on a au corps des enfants, c'est-à-dire de toujours vouloir des corps sains, entre guillemets, performants, productifs, silencieux, immobiles, ce que ne sont la plupart du temps pas les corps d'enfants, et donc d'entendre aussi cette thématique validiste derrière le fait qu'on a quand même beaucoup de mal avec les corps qui sortent de cette norme que on sait très bien productiviste, au mieux tout à fait capitaliste, hein. Alors, donc première partie de notre affaire, ce que je veux dire par politiser la parentalité. Bon, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais quand on se parle de travail, la plupart du temps, on pense travail salarié. Quand je dis salarié, je devrais dire plutôt travail capitaliste, puisque il y a parmi vous une majorité d'auditoristes dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui sont au travail mais pas salariés, parce que indépendants. Mais vous comprenez, je le dis au sens du salariat généralisé, on va dire travail capitaliste. Ok, donc quand on parle de travail, en fait, on pense à l'emploi tout de suite, hein. On pense au travail dans lequel on va travailler si on travaille pour un employeur, dans lequel on va travailler pour l'État si on est fonctionnaire d'État, ou on va travailler dans notre entreprise si on est indépendant ou patron, que sais-je. Bon, en tout cas, quand on parle de travail, souvent, hein, le premier truc qui nous vient, c'est de parler de ça, donc de la production de biens, de la production de services et de l'économie visible, hein, si je pourrais dire ça comme ça. Mais le travail de production, c'est une partie du travail qu'une société doit fournir. Pour qu'une société produise des biens et des services, il faut d'abord qu'elle produise des travailleurs et travailleuses. Donc, ce qui sous-tend le travail de production, c'est le travail de reproduction. Le travail de reproduction n'est pas uniquement un travail de reproduction biologique, bien qu'il en fasse partie, mais c'est toute la sphère de la reproduction, c'est-à-dire reproduire effectivement des travailleurs et des travailleuses, mais après il s'agit pas de les reproduire au sens biologique, de les pondre et puis on attend quelques années, il y a pas longtemps que les gosses puissent aller bosser, ou maintenant on attend plus d'années qu'ils puissent aller bosser, et puis paf, ils vont... Non, évidemment, il faut reproduire ce que nous on va appeler reproduire la force de travail. Donc le travail de reproduction, il va aussi comprendre évidemment tout ce qui est faire à manger. Je vous fais pas le découpage de ce que ça implique faire à manger. Avoir pensé à la liste de courses, faire les courses, laver la cuisine, machin. Hein. Bon, les repas, évidemment tout ce qui est entretien des foyers, le ménage, les lessives, blabla, etc. Évidemment, bien entendu, l'éducation, le soin apporté aux enfants, qu'il ne s'agit pas uniquement de reproduire, c'est-à-dire leur donner à manger et changer les couches. Je pense qu'ici tout le monde le sait.
Les enfants, ils ont besoin de plus que ça. Et c'est pas, ils ont besoin de plus que ça, parce que oui, mais maintenant, l'éducation positive, je sais pas quoi. Non, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent cette tristement célèbre étude qui avait été faite en Pologne. Bon, il y a très longtemps, hein, on pourrait plus la faire aujourd'hui, heureusement, qui a été, comment dirais-je, un peu précurseuse des théories sur l'attachement. Donc, dans un orphelinat où ils avaient divisé en deux groupes de bébés. Un groupe de bébés qui recevait tous les soins primaires, on va dire ça comme ça, à boire, à manger, de l'hygiène, etc. Mais pas d'affection, pas d'affectivité. Et le deuxième groupe qui recevait tous les soins élémentaires plus de l'affectivité. Le premier groupe, donc le groupe qui avait tout, hein, vraiment, on les soigne, on les nourrit, on leur donne à boire, on les change, on assure vraiment tous les besoins primaires, souvent comme on dit, mais qui ont été privés d'affection, d'affectivité, ces enfants sont tous tombés malades et pour une bonne partie sont décédés. Donc on le sait très bien, la reproduction des enfants, ce n'est pas uniquement leur donner, ce qui est déjà un travail énorme, soit dit en passant, mais ce n'est pas uniquement leur donner à manger, à boire, etc., changer les couches et compagnie, c'est aussi bien sûr ce travail de reproduction, en prendre soin, les éduquer, faire du travail émotionnel, et bien entendu, il n'y a pas que les enfants. Donc dans ce travail de reproduction, il est aussi question de la reproduction des travailleurs et travailleuses adultes, donc prendre soin évidemment de sa santé, prendre soin de son hygiène, se nourrir, avoir une activité physique, avoir aussi bien sûr du temps émotionnel, si je pourrais dire ça comme ça, hein, de pouvoir prendre en charge l'émotionnel. On rentre là-dedans le travail sexuel, le travail domestique, le travail ménager, la contraception, blablabla. Je me permets également, pour terminer cette petite liste, de rappeler que la reproduction ne s'arrête pas à ça, ce qui est déjà un travail énormissime, hein, mais n'oubliez pas dans ce travail reproductif qu'il y a aussi la question de reproduire la nature avec un N majuscule, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça va être les femmes, hein, vous avez bien compris, qui va s'occuper de ça, on va y revenir après, mais c'est aussi tout le travail de l'entretien du vivant et de la protection de l'environnement. On a également la question des personnes âgées, c'est-à-dire de les accompagner, d'accompagner la fin de vie, et puis d'accompagner même les derniers mois, dernières semaines, derniers jours, dernières heures. Bref, ce travail de reproduction, il est énorme, et je pourrais en rentrer d'autres là-dedans. Il y a le travail contraceptif qu'on oublie beaucoup, il y a le travail émotionnel bien sûr, je détaille parce qu'on va beaucoup y revenir après, hein. Il y a qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire, les animaux aussi, hein, bien entendu, hein, qui sont aussi des êtres vivants qui ne peuvent pas se reproduire tout seuls, en tout cas pour les animaux domestiques, ce qui est le cas bien sûr aussi, hein, quand vous allez retrouver dans la question des enfants, d'avoir évidemment la spécificité d'avoir là des êtres humains qui peuvent pas se reproduire tout seuls, hein, par définition. Ils sont trop petits. Voilà, donc dans ce travail reproductif, il y a énormément de choses. Il y a le travail de la reproduction des familles, hein, le fait de penser aux anniversaires de mariage, savoir qui est végétarien, qui s'entend pas avec qui, transmettre le récit familial, entretenir les albums photos, transmettre les récits, etc., etc. Bon, vous avez bien compris, ce travail reproductif, il couvre beaucoup de choses, et toutes ces choses ont un point commun que je pense vous voyez très bien, c'est que c'est un travail qui n'est pas rémunéré par le capital. Donc, je reprends mon point. Quand on parle de travail, souvent, on pense tout de suite à l'emploi. On pense au travail capitaliste, on pense à l'emploi, c'est-à-dire au travail qui est rémunéré, qui est bien sûr très important, évidemment. C'est-à-dire, on pense à la sphère de la production. Or, il n'y a pas de société capable de produire sans société qui s'occupe de reproduire. Donc, cette division production-reproduction, vous le savez, nous, on est dans un système genré, et donc, c'est un des livres d'ailleurs de Silvia Federici, hein, dont je vous ai parlé en introduction, qui s'appelle Le capitalisme patriarcal, qui, grosso modo, on va la faire vite, parce que le but, c'est pas de vous parler de ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, de toute façon, vous pourrez les retrouver, c'est de parler de parentalité. Donc, pour la faire courte, les hommes à la production, et les femmes à la reproduction. Bon. Une fois qu'on a dit ça, vous pourriez peut-être vous dire, ma foi, pourquoi pas, on se répartit le boulot. Oui, alors oui, sauf que du coup, c'est ce qu'on s'est dit avant, c'est que ce travail de reproduction, c'est un travail qui n'est pas rémunéré. Et quand on vit dans une société capitaliste, c'est quand même pas simple de se passer d'une rémunération, n'est-ce pas? En tout cas, sans se mettre dans des situations de dépendance et compagnie, vous connaissez la chanson. Bon. Donc, ce travail, historiquement, il est assigné aux femmes. Il est toujours assigné aux femmes, n'en déplaise à celles et ceux qui pourraient éventuellement se dire ou me dire « Oui, mais quand même, la situation, elle a changé. » Non, elle a pas changé.
d'accord? Quand on regarde les stats, c'est l'INSEE, hein, donc c'est pas des stats, vous les accuserez pas d'être des affreux gauchistes, hein. Les hommes font en moyenne 14 minutes de plus par semaine. Voilà, je vous laisserai réfléchir à ça. Effectivement, ils font 14 minutes de plus par semaine, c'est très bien, bravo messieurs, on applaudit, on est content. Maintenant, vous voyez bien qu'on n'a quand même pas un changement systémique. D'accord? D'autant plus que pour beaucoup d'entre vous, je dis d'entre vous parce que moi je vis pas dans des grandes villes, mais je veux dire pour beaucoup d'entre vous de surcroît, si vous êtes dans des couples hétéros et que vous vivez dans des très grandes villes, je sais pas moi, à Lyon, à Paris, Bordeaux, que sais-je, quelles sont les tâches domestiques historiquement associées aux hommes que vos conjoints ont toujours à faire? Parce que je me doute bien qu'en centre-ville de Paris, ils doivent pas passer énormément de temps à aller couper du bois, à entretenir les jardins, à faire la débroussailleuse, à s'occuper des animaux dehors, à faire beaucoup de travaux. Enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, ils vont pas nous faire croire non plus qu'ils sont dépassés par le travail extérieur. Bon. Donc évidemment, la situation, elle change, dans le sens que les conditions matérielles changent, on vit beaucoup plus en ville qu'avant, on a beaucoup moins de travail d'extérieur à faire, etc. Par contre, le travail qui est patriarcalement assigné aux femmes, lui, il diminue pas beaucoup, en fait, hein. Il diminue pas beaucoup, notamment quand les enfants vont arriver, s'ils arrivent, bien entendu, hein, quand les enfants vont arriver. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est capital à comprendre. S'il n'y a pas de travail reproductif, il n'y a pas de force de travail disponible. Je traduis, si les femmes, les humains d'une manière générale, mais vous l'avez compris, c'est assigné aux femmes. Si les femmes, demain matin, nous arrêtons d'assurer le travail reproductif, tout s'arrête. Tout s'arrête. Les enfants ne sont pas entretenus, les maisons ne sont pas entretenues, les repas ne sont pas faits, les familles ne sont pas soignées, les vieux ne sont pas soignés, les enfants, au-delà des collectivités, vous voyez ce que je veux dire, ne sont pas soignés, le travail de care n'est pas soigné. Qui travaille dans les hôpitaux? Qui sont les infirmières? Qui sont les aides-soignantes? Qui sont le personnel de ménage? Tous ces métiers-là qui sont des métiers du care, et je pourrais en citer plein d'autres bien entendu, hein, les enseignantes, etc. Tous ces métiers-là, les professionnels de la relation d'aide d'une manière générale, les thérapeutes, les psychologues, tous ces métiers-là sont majoritairement assurés par les femmes, plus, vous l'avez compris, tout le travail qui est assuré au quotidien et qui n'est pas rémunéré. Je me permets aussi de rappeler ou de faire constater, si la réflexion vous était passée à la trappe, que le travail reproductif que les femmes assurent dans les foyers, à l'inverse de leurs conjoints qui vont leur dire « Oui, moi je travaille, je ramène des sous », c'est très bien frérot, tu fais ta part dans le couple, formidable, sauf que toi tu travailles de 9h à 18h. Même s'il y en a peut-être qui écoutent la vidéo et qui vont dire « moi je travaille de 8h à 21h », super, mais ta femme c'est 7/7, 24/24. Le travail reproductif, le travail domestique de surcroît quand il y a des enfants, c'est aussi du travail de nuit. C'est elle n'est pas au travail reproductif de 9h à 18h, ni même de 8h à 20h, ni même de 7h à 21h. Elle est au travail reproductif 24h/24, 7 jours sur 7. C'est tout le temps. C'est du travail de nuit avec les enfants, c'est le travail du week-end, c'est le travail des jours fériés, c'est tout le temps au travail. Il n'y a pas 5 semaines de congés payés de la parentalité. D'accord? Alors, qu'on se comprenne bien, hein. Bien sûr, il y a des pères qui s'occupent de leurs enfants. Je ne suis pas en train de dire que les papas ne s'occupent pas de leurs enfants, mais vous avez bien compris, de manière systémique, c'est les femmes qui sont sur le travail reproductif non rémunéré, travail reproductif constant, travail reproductif de nuit, jours fériés, week-end, blablabla, travail reproductif naturalisé, ok? C'est-à-dire qu'on va expliquer aux femmes dès qu'elles sont toutes petites, et aux hommes bien sûr, que les femmes ont l'instinct maternel, donc c'est normal, hein, que ce soit elles qui s'occupent des gamins, parce que c'est faux, hein. On va leur expliquer que ben oui, mais c'est plus mieux que ce soit toi, parce que tu sais, le cerveau des mères, leur audition elle change pour entendre les pleurs de bébé. Alors spoiler, les pères aussi, hein, quand ils s'occupent de leurs enfants, les pères aussi vont avoir ces adaptations là. Voilà. La naturalisation, alors qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ah bah, bien sûr, les femmes elles savent multitasker, hein. C'est pour ça vous êtes plus doués à la maison parce que vous savez faire deux choses en même temps. Donc vous voyez, hein, dans ce truc là, toute la naturalisation, l'essentialisation, les femmes sont faites pour, comme c'est pratique bien sûr, et les hommes bah c'est pas qu'ils peuvent pas, peu cher, c'est que ils ont pas le gène du multitask. Voilà, parce qu'au travail, sachez bien qu'ils ne multitaskent jamais, bien sûr.
Bien sûr. Alors, maintenant que je me suis bien agacée en parlant de ça, je pense que vous avez compris le tableau général. Et donc, je veux qu'on se parle, deuxième partie de cet épisode, de cette invisibilisation du travail parental. Notamment dans la petite boîte à questions, là, revenait énormément la question de la garde des enfants, à très juste titre, les places en crèche particulièrement, et voilà, la question des modalités de garde. Alors, effectivement, on a un problème de service public, je ne vous apprends rien, et donc le manque de places en crèche, et ben, ce qui est peut-être aussi le cas dans les crèches privées, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, soit il y a aussi un manque de place dans les crèches privées, ça j'en sais rien, sincèrement je me suis pas renseignée sur les crèches privées, mais soit il n'y a pas de problème de place dans les crèches privées, mais il y a un problème évident qui est un problème classiste, hein, c'est-à-dire que par définition, si t'as pas les moyens, tu te débrouilles. Voilà. Donc, on voit bien que, encore une fois, on a un problème politique majeur. Il faut pas voir la situation comme, oh là là, c'est pas de chance, il y a pas de place en crèche. Mais ça sort d'où qu'il n'y ait pas de place en crèche? Enfin, je veux dire, c'est des questions de choix politique, évidemment. Le choix politique, notamment, de ne pas socialiser entièrement la prise en charge des jeunes enfants. Alors, c'est un problème qu'on n'a pas que sur la petite enfance, c'est aussi un problème qu'on a sur le grand âge, par exemple. Mais vraiment, on a un problème politique majeur et qui du coup se traduit en termes de manque de structure dans les services publics, en termes de manque de structure tout court, hein, d'ailleurs j'ai envie de dire, d'accessibilité de personnel, etc., notamment sur la petite enfance et le grand âge, hein, très clairement. Et évidemment, ce choix politique, il a une conséquence très concrète, c'est que du coup la charge, elle est déplacée sur les familles. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces enfants, il va bien falloir en faire quelque chose, hein. Donc la charge, puisqu'elle n'est pas prise en charge, c'est le cas de le dire, elle est automatiquement transféré, délégué aux familles et particulièrement, encore une fois, aux femmes. Bon, là, c'est pareil. Je mets au défi, je dis pas que ça n'existe pas, hein, je mets au défi de venir me dire qui sont, mesdames, qui sont dans des couples hétéros et qui ont des enfants. Quand vous avez eu des enfants, qui sont parmi vous, vos conjoints, maris, compagnons, qui se sont dit d'eux-mêmes, et avant vous, il faut absolument que je trouve une solution de garde pour l'enfant, sinon je ne pourrai pas aller bosser. Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir. Et pour me dire... Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, bien entendu, mais je pense qu'on ne doit pas être sur une majorité écrasante, n'est-ce pas? Donc évidemment, on voit encore une fois, c'est-à-dire, tac, ça retombe sur les familles, et en fait, ça retombe sur les mères, puisque évidemment, la question de la garde des enfants, c'est souvent le problème des mères. Puisque quand il faut garder les enfants, enfin, il faut garder les enfants, de toute manière, à moins que vous les laissiez en autonomie tout seul dans la maison, je vous le déconseille, ça risque de mal se passer. Bon. Donc, il y a la question du congé maternité. On va y venir après. Bon, on sait bien que ce congé maternité, il est pas très long, n'est-ce pas? Donc, quand bébé a 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on va pas le laisser tout seul à la maison, il y a peu de chances qu'il arrive à se reproduire tout seul, cet enfant. Donc, il va bien falloir qu'on le garde. Bon, alors, il n'y a pas 36 options pour les gardes, hein. Soit c'est la mère qui s'y colle, soit c'est le coparent qui s'y colle, s'il y a un coparent. Parce que là aussi, on va toujours partir du principe qu'il y a un coparent, mais bien entendu, il y a des familles monoparentales, que ce soit par choix, ou que ce soit parce qu'il y a eu une séparation, un divorce, ou parce qu'il y a eu un décès. Bon. Après, la deuxième option, c'est les crèches. Okay. Bon, les crèches, on a le problème, c'est il faut en avoir pas loin, il faut qu'il y ait de la place, il y a des listes d'attente interminables, et même quand on est sur liste d'attente, on n'est pas garanti d'avoir une place, et surtout, on le sait un petit peu à la dernière minute, hein. Notamment si, comme moi, vous avez la bonne idée d'avoir un bébé de milieu d'année scolaire, voilà, la crèche, pas toutes, mais pour beaucoup de crèches, c'est de septembre à septembre. Donc, on vous dit, écoutez, vous êtes inscrit pour septembre prochain s'il y a de la place, et d'ici septembre prochain, vous verrez bien s'il y a des désistements ou pas. Donc, il faut bien prévoir d'autres plans si jamais il n'y a pas de désistement. Donc après, vous avez la question assistante maternelle, nourrice, etc., etc. Sauf que de la même manière, ça pose les problèmes de qui est disponible dans la ville ou le village où vous vous trouvez, à quel prix, avec quelle disponibilité, parce que même quand vous obtenez une solution de garde, vous n'avez pas nécessairement une garde non plus de toute la semaine, sur tout votre temps de travail. Et puis, bien sûr, se pose bien entendu la question de la sécurité des enfants, que ce soit dans les crèches ou que ce soit avec les assistantes maternelles.
qui sont la plupart du temps pas tout à fait les mêmes questions de sécurité, mais par contre ça reste dans la question de la sécurité, voilà, dans le fait de laisser son enfant seul avec une personne qui est seule, et que vous ne connaissez pas nécessairement, et puis même si vous en avez des recommandations, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer, vous pouvez pas savoir si la personne elle va le trimballer en voiture ou pas, est-ce qu'elle peut fumer à côté ou pas, est-ce qu'elle peut être dangereuse d'un point de vue des VSS, hein, vous comprenez à demi-mot ce que je dis, parce que sinon je vais me faire strike par YouTube, hein, donc vous comprenez l'implicite, que ça peut présenter. Bien sûr, c'est et évidemment un problème qu'on a en crèche aussi, est-ce que bébé il va être secoué ou pas. Bon, évidemment, il y a toutes ces questions-là. Après, la quatrième option qui reste, eh bien, ce sont les grands-parents. Alors ça, c'est la solution, entre guillemets, politique préférée. Ah, mais la famille, c'est très important. Ah, la famille, c'est très, très, très important. Évidemment qu'ils vont vous dire que la famille, c'est très important. Vous dire, non, mais c'est très important. Les grands-parents, ils sont très importants, machin. Évidemment, parce que ça, c'est une solution très pratique. Vous savez pourquoi? C'est les grands-mères qui s'en occupent. Donc, évidemment, ça permet aux politiques de se débarrasser de la situation. Voilà, collez-les aux grands-mères, puisque de toute façon, elles vont faire du travail gratuit. Hein, je vais y revenir après à ce truc-là. Ça, c'est encore une fois les femmes qui se retrouvent à faire le travail gratuit. D'une manière générale, dans ce sujet-là, c'est les femmes qui vont garder. Hein, dans les crèches, la plupart du temps, c'est des femmes. Les assistantes maternelles, c'est des femmes. Quand c'est les grands-parents qui gardent, la plupart du temps, c'est les femmes. Là aussi, venez pas m'attraper la veste parce que vous avez le cousin de votre copine qui est gardé par le grand-père. Super, c'est pas le problème. De manière systémique, c'est les grands-mères qui vont s'y coller. Et ça pose évidemment tout un tas d'autres problèmes. C'est-à-dire que les grands-parents, déjà, petit 1, faut-il que vous les ayez pas loin. Petit 1. Petit 2, à force de faire des réformes des retraites et d'avoir la retraite à 115 ans, les grands-parents, ils sont pas forcément à la retraite quand vous devenez parents. Donc ils peuvent pas les garder. Ou alors le fait que, évidemment, on fait aussi des enfants plus tard avec des grands-parents qui ont travaillé plus longtemps et qui sont potentiellement plus vieux, plus malades, plus fatigués, et donc du coup, ils peuvent pas garder les petits-enfants. Ensuite, on pourrait quand même souligner le fait que tout le monde n'a pas des grands-parents fonctionnels. Dans le sens que il y a des grands-parents violents, il y a des grands-parents maltraitants, il y a des grands-parents, je ne sais pas si je peux dire ce mot sans me faire strike, IN... Non, allez, je vais le dire, on verra bien si je me fais traiter. On peut avoir les grands-parents qui sont incestuels ou pire, qui sont incestueux. Bref, je pourrais donner plein de situations, mais vous voyez bien que ça peut pas être une réponse politique de dire écoutez, la famille c'est très important, vraiment, donc confiez vos enfants à leurs grands-parents. Si vous le pouvez, si vous le voulez, que les grands-parents le veulent, que les grands-parents le peuvent, faites bien ce que vous voulez, c'est pas le problème. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, je suis en train de dire que ça ne peut pas être une réponse politique et systémique de dire oui mais c'est aux grands-parents de les garder. Bon. Évidemment, ça retombe souvent sur les femmes puisque c'est les femmes qui sont sociabilisées au care, à prendre soin des enfants, au travail reproductif, blablabla, on a évoqué tout ça. Aussi parce que quand il y a couple notamment hétérosexuel et qu'il faut conserver le meilleur des deux salaires, la plupart du temps le meilleur des deux salaires c'est monsieur, n'est-ce pas, pour toutes les question d'inégalité salariale que vous connaissez et d'accès à l'emploi que vous connaissez. Donc du coup, les mères, elles vont plutôt s'occuper des enfants. Et puis du coup, c'est à partir de là que vous allez voir, là aussi c'est des statistiques, les femmes être de moins en moins au travail, d'avoir de moins en moins de promotion, de gagner de moins en moins d'argent, de se mettre plus dans du travail précaire, de se mettre plus dans du travail à mi-temps, en tout cas du travail pas à temps plein, tout du moins, et qui du coup cotisent moins, et qui du coup font des plus petites retraites, et qui bon bref, je vais pas détailler tout ce sujet-là parce que c'est vraiment très long et j'aurai pas le temps d'évoquer le reste, mais je pense que vous avez compris l'idée. Autre exemple, la question effectivement des vacances scolaires. Alors il y a quelqu'un dans la boîte à questions, c'était hyper drôle, qui a dit dans les sujets que vous vouliez que j'aborde, 16 semaines de vacances scolaires versus 5 semaines de congés payés. Wesh, ça choque personne, comment on est censé faire? Il faut avoir 3 parents. Bon. Alors, la première réponse que j'ai envie de faire, c'est bienvenue camarades, il faut militer pour plus de congés payés. Déjà. Petit 1. Ensuite, petit 2, oui. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, quelles sont les réponses qu'on apporte à ça? C'est de dire, écoutez, les gamins, quand ils sont en vacances, vous les collez aux grands-parents. Bon, retour à tous les problèmes que j'ai évoqués juste avant. Ou le centre aéré. Bon.
retour à tous les problèmes que j'évoquais avant, il faut en avoir, il faut avoir l'argent, il y a des questions de sécurité, tout le monde n'est pas non plus, comment dirais-je, logé à la même enseigne en termes de sérénité à laisser les enfants comme ça à l'extérieur avec plein d'adultes qu'on connaît pas, etc. D'autant plus avec tout ce qu'on entend actuellement, ce qui est une très bonne chose qu'on en parle, hein, parce que c'est pas que c'était pas là avant, c'est qu'on n'en parlait pas avant. Hein. Bon, donc voilà, comme d'habitude, on n'a pas vraiment de solution politique, on n'a même pas du tout de solution politique, et comme d'habitude, en fait, qui va faire la variable d'ajustement? Qui va s'adapter? La plupart du temps, c'est les mères. La plupart du temps, quand c'est pas les mères, c'est les grands-mères. Quand c'est pas les grands-mères, c'est les copines. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est les femmes autour de ces enfants qui vont s'adapter, qui vont se retrouver dans du travail flexible, dans du travail précaire, des carrières qui sont mises entre parenthèses. On sait très bien que les femmes, quand elles deviennent mères, elles sont sous-professionnalisées, en termes de promotion, etc., de ce qu'on disait, travail précaire, travail à mi-temps, moins de revenus, etc. Pendant que la plupart du temps, les hommes, eux, sont surprofessionnalisés, à qui on confie des responsabilités, à qui on donne des promotions, des augmentations, parce que quand même il va être papa, on va le soutenir, etc., etc. Je reviendrai quand même sur la question des pères, parce que je trouve que il y a une injustice forte qui est faite sur les pères, comme quoi des fois je dis des trucs gentils sur leur sujet collectif. Donc je vais y revenir après dans la partie 4. Sur le congé parental, eh bien j'ai envie de dire que ce que j'ai à vous en dire là-dessus, c'est que ça illustre toute la logique qu'on a déjà déployée jusque-là. Hein. C'est-à-dire que, ok, on dit non, mais vraiment la parentalité c'est important. Alors d'ailleurs, puisqu'ils sont dans leur phase, faut augmenter la natalité et compagnie, ils ont proposé, ce qui est très bien ma foi, le congé de naissance, d'accord. Donc si vous n'avez pas suivi, parce que peut-être que ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas concerné, vous avez peut-être pas vu. Donc depuis cette année-là, tous les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026, si je ne dis pas de bêtises, mais le congé n'est en place que à partir de juillet 2026. Voilà, je crois que c'est ça, mais ça sera rétroactif. Hein. Les parents peuvent solliciter un congé de naissance. Donc ce congé de naissance, il va se rajouter au congé maternité, congé paternité. Donc d'abord, il faut prendre le congé maternité ou paternité, et ensuite, on peut rallonger par un congé de naissance qui dure 2 mois et qui est à répartir comme on veut, c'est-à-dire le conjoint 1 prend 2 mois et l'autre 0, le conjoint 2 prend 2 mois et le premier 0, ils prennent 1 mois chacun. Voilà. Alors avec des indemnités forfaitaires pour les indépendants. Alors pour les salariés, je vous laisserai regarder, il y a un maintien de salaire, je crois, de 70% de votre salaire à vérifier, et pour les indépendants, c'est un peu plus flou, donc c'est des indemnités journalières, il me semble, autour de 40 € jour, quelque chose comme ça. Bon, vous regarderez pour les indemnités en particulier si ça vous intéresse, parce que moi je suis pas du tout sur la partie juridique, légale, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, ils nous ont proposé ça. Pourquoi ils ont pas rallongé le congé tout court? Je ne sais pas, mais bon, il y a effectivement, il y a une reconnaissance de dire effectivement, l'arrivée d'un enfant va nécessiter d'avoir un arrêt du travail au sens, ce qu'on s'est dit au début, de l'emploi. Un arrêt du travail capitaliste pendant quelques semaines. Bon, nous en France, on fait pas partie des congés maternité longs. Loin de là, il est même, à mon humble avis, excessivement court. Il est même excessivement trop court pour les mères, il est excessivement trop court pour leurs enfants, il est excessivement trop court de fait pour la cellule familiale d'une manière générale. Et alors le congé paternité, n'en parlons pas, qui a été rallongé, hein. Encore une fois, je vais quand même noter les choses qui sont améliorées, mais enfin qui restent quand même beaucoup trop court. Donc on est quand même dans des conditions matérielles qui restent tout à fait insuffisantes, et donc comme d'habitude, c'est ce travail parental, il est nécessaire, il est indispensable, il est nécessaire dans les deux sens du terme, hein, au sens du langage courant, et puis il est nécessaire dans le sens de la nécessité philosophique, c'est-à-dire il ne peut pas ne pas être. Si ce travail n'est pas assuré, l'enfant ne survit pas. C'est un travail important, c'est un travail nécessaire, c'est-à-dire indispensable, c'est un travail qui ne peut pas ne pas être fait. Sinon l'enfant meurt, encore une fois. En revanche, tout est organisé comme si ce travail n'était pas nécessaire au sens indispensable. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut pas faire tenir au même endroit le fait qu'il faut remonter la natalité, puis la parentalité c'est exceptionnel, la maternité c'est magique, je sais pas quoi, c'est absolument indispensable dans la vie, que sais-je.
Il faut absolument que les femmes soient dévouées à leurs enfants, enfin que les mères soient dévouées à leurs enfants, parce que sinon c'est des mères épouvantables, je sais pas quoi, bon. Et dans le même temps, rendre la situation intenable. Je pense que alors, toutes les mères qui m'écoutent, vous savez, phénoménologiquement, et toutes les femmes le voient très bien, les injonctions à la maternité sont interminables, je pourrais même pas toutes les citer ici, et elles sont toujours contradictoires, elles sont toujours paradoxales, hein. Si tu rêves d'une famille nombreuse, t'es une tradwife. Si tu veux pas d'enfants, bon alors là t'es carrément t'es même plus dans le groupe, quoi. Si tu l'allaites, d'accord, c'est bien, hein, mais attention, mais pas trop longtemps, mais pas trop souvent, mais ceci, cela. Et puis si tu l'allaites pas, bon alors là t'es vraiment une mère épouvantable, hein, parce que vraiment son système immunitaire, machin. Donc il faut que tu l'allaites, c'est très 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 important. Par contre, s'il te plaît, tu ne l'allaites pas en public, hein, s'il te plaît, un peu de pudeur, tu nous imposes pas ça. Tu l'allaites pas au travail aussi, tu tires pas ton lait et tout, parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Et si tu le fais, bah tu le fais dans les chiottes, hein, voilà, parce que tu vas pas le faire en public et tout. Non, c'est gênant. Fais pas ça. Voilà. Retourne travailler, c'est très important, parce que tu es une femme libre, hein, bien entendu. Tu es une femme indépendante. Tu es une femme ambitieuse. Et puis va bosser. Surtout, on a besoin que la production tourne. Mais tu es quand même un peu une mère épouvantable, hein, quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est, il y a jamais rien qui va. Tu retournes travailler, on te dit ouais quand même, ton petit, il est vachement petit, blablabla. Et puis après. À côté de ça, si tu ne retournes pas travailler au sens, hein, parce que là aussi, comme si les mères à la maison, elles attendaient que ça passe. Bref, tu retournes pas travailler à l'emploi. Bon, voilà, t'es tradwife, t'es dépendante de ton mari, je sais pas quoi. Bref, je pourrais donner 20 milliards d'exemples là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est toujours des injonctions paradoxales. Je l'utilise dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'injonction au sens l'ordre donné par le social, mais aussi l'injonction paradoxale au sens de la psychosystémique, c'est-à-dire il n'y a pas d'issue. Le message de toute façon est contradictoire, le message de toute façon est paradoxal, tu ne peux pas gagner. Voilà, il faut que tu allaites, mais pas trop, il faut que tu ailles travailler, mais pas trop, il faut que tu restes à la maison, mais pas trop, il faut que tu sois soumise à ton mari, mais pas trop, il faut que tu sois indépendante de lui, mais pas trop, c'est sans fin, tu peux pas gagner dans ce truc-là. Et donc, je pense notamment à des personnes que j'ai pu avoir en suivi. Je pense à une personne en particulier, à une jeune maman, enfin jeune pas dans son âge, mais jeune, je veux dire, son petit était vraiment très petit. Et voilà, il y a beaucoup de difficultés de périnée, etc. Il y a pas pu encore y avoir de rééducation. C'est un périnée qui a été très abîmé et compagnie. Donc il y a beaucoup de fuites urinaires. Et puis dans une séance de consultation, gynéco qui constate ça, il s'insurge quoi, en disant non mais madame là il faut absolument vous arrêter. Enfin, il faut absolument vous arrêter. Ce périnée, c'est une catastrophe. Et là, il faut arrêter de porter les courses, faut arrêter de porter le cosy. Bah oui, non mais vous êtes bien mignon, docteur, mais je fais comment en fait? Ah mais oui, mais en fait, c'est à votre mari de faire ça. Mais il travaille en fait toute la journée. Il n'est pas là. Elles font quoi les mères toutes seules à la maison? Vous voyez, c'est ce problème-là dont je veux parler. Quand je vous dis, on va y revenir après sur la place des pères. Bah écoutez, je vais le faire maintenant. Je change mon plan puisque j'ai commencé à aborder ça. C'est que je vous invite franchement, sincèrement, à vous méfier du truc qui dépolitise le sujet en rendant les hommes responsables. Je m'explique parce que là, après avoir fait hurler des mecs. Mais ils sont pas beaucoup à m'écouter, mais pour ceux qui êtes là, merci. Maintenant, je vais faire hurler les féministes. Déjà, on est dans la même équipe. Petit 1. Petit 2. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un enjeu de dépolitisation qui déplace la responsabilité du capital vers les couples. D'accord? Et aller expliquer aux femmes qui sont dans la situation de faire avec ce qu'elles ont, pas ce qu'elles veulent, pas ce qu'elles voudraient, pas ce qu'elles espèrent, pas ce qu'elles désirent, avec ce qu'elles ont, en fonction de l'aide qu'elles ont ou pas, en fonction du soutien qu'elles ont ou pas, etc., etc. De leur conjoint et puis autour, hein, de la famille, des amis, etc. Il faut pas se laisser avoir par le discours qui consiste à dire « Ma petite chérie, tu serais moins dans la sauce si ton mari y faisait plus. » Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a dans cette équipe un paquet de branquignoles et de bourricots, on est bien d'accord, qui n'en foutent pas une. Il n'y a pas de sujet là-dessus, on est 100% d'accord, vous et moi, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a aussi les conditions matérielles qui font que moi je veux bien qu'ils nous disent que c'est que la faute des mecs, le jour où ils nous créeront un contexte économique dans lequel les hommes sont avec nous,
quand les enfants arrivent avec des salaires qui sont maintenus et que là, effectivement, ils en foutront pas une. Je suis d'accord. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est ce qu'on s'est dit au début, il faut maintenir quand même au moins un salaire. Et on tient le salaire le plus important des deux. Et la plupart du temps, le salaire le plus important des deux, c'est celui de monsieur. Bon, donc quand monsieur, il est, lui, au travail de production, au travail à l'emploi, au travail capitaliste, de 8 heures du matin à 18 heures le soir. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour aider madame de 8 heures à 18 heures? Rien. Bon, ok, il va ramener les sous. Encore une fois, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. La bande de bourricots qui après va vous dire « Ah, moi je travaille, hein !» Comme si vous en foutiez pas une, ça c'est un problème. On est d'accord. En revanche, ce que je veux dire, c'est que quelle solution, du coup, on propose aux femmes? La dame dont je vous parlais là, on lui propose quoi comme solution? Ah madame, faut arrêter de faire les courses, faut arrêter de porter l'enfant. Elle fait comment? Elle n'a pas sa mère, elle n'a pas de garde, elle n'a pas de copine ou de sœur ou je ne sais quoi. Son mec, il est pas là de la journée. Elle fait quoi? Elle le pose l'enfant? On le laisse par terre l'enfant? Ça n'a aucun sens. Alors je comprends bien sûr la réaction du médecin, c'est pas contre le médecin, lui il s'est inquiété bien sûr de ce qui se passait, mais on voit bien que encore une fois, ces réponses-là ne peuvent être que des réponses politiques. Dire que la réponse, elle doit être oui, mais c'est au couple de s'organiser, c'est aux grands-parents de venir aider, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait des parents qui sont pas en couple? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des parents célibataires? Qu'est-ce qu'on fait des parents veufs? Il faut quoi, les laisse par terre les enfants? Enfin, ça n'a pas de sens. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des familles dont les grands-parents ne peuvent pas être là parce qu'ils sont pas à la retraite, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont décédés, parce qu'ils sont dangereux? Enfin, non, ça peut pas être des solutions. Donc, moi, je pense que vraiment, la question de l'implication des pères pour arriver à cette partie-là, c'est que on est bien d'accord. Il y a une proportion certaine de cette équipe qui fait pas beaucoup d'efforts sur ces questions-là. On est d'accord. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose d'intéressant politiquement parlant. La question de l'implication des pères, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai pu constater ces derniers mois, et j'avoue que je l'avais sous-estimé, c'est que même pour les pères qui veulent s'investir, c'est dans la maternité, au sens dans la grossesse, et après, bien sûr, il me semble moins compliqué après, mais ne serait-ce que dès le début, hein, pendant la grossesse, même pour les pères qui veulent s'impliquer, j'ai pu constater à quel point c'est vraiment compliqué pour eux d'y arriver, dans le sens où je vois très bien comment le mec qui a pas très envie de faire des efforts, il aura pas de vent contraire. Rien ne va le pousser à s'impliquer. Parce que je vois que celui qui veut s'impliquer, je parle de mon mari, mais je parle aussi d'autres pères avec lesquels il a pu discuter, qui sont proches de lui, à quel point on ne leur parle pas. Quand je dis on leur parle pas, c'est-à-dire les professionnels de santé, pas tous, vous comprenez. Mais en tout cas, c'est une expérience qu'on a pu vivre et que j'ai pu partager avec des copines et lui avec des copains ou de la famille ou que sais-je. Les pros de santé ne s'adressent pas à eux, on ne leur pose pas de questions. Alors même des fois, on en a qui nous ont dit je posais une question et le médecin il m'écoutait, puis se tournait vers ma femme pour répondre. Hein. Les crèches, etc., qui appellent, ils tombent sur monsieur, puis est-ce que vous pouvez passer votre femme, s'il vous plaît? Voilà. On leur parle pas, on s'adresse pas à eux, on ne leur pose pas de questions. Moi, j'ai été vraiment estomaquée de voir à quel point on ne lui a posé aucune question. Quand je dis on, je dis les professionnels de l'accompagnement autour de ces sujets-là, mais le social d'une manière générale, il n'y a qu'à moi qu'on disait félicitations. Personne ne lui a demandé comment il allait, personne ne lui a demandé comment est-ce qu'il vivait tout ça, personne ne lui a demandé, et encore moins les pros de santé, je dis encore moins parce que c'est à eux de poser la question, qui pourraient se tourner vers lui en disant comment il va votre bébé. Pose pas de questions. Ils sont spectateurs du truc du début à la fin et donc ils se découvrent père à l'accouchement. Après, on s'étonne que, évidemment, ils sont en décalé. Alors, évidemment, il y a un décalage, évidemment, pendant la grossesse physique, bien entendu, puisqu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à le sentir, etc. On est d'accord, bien sûr, qu'il y a une part qui est plus abstraite et compagnie. Mais, en plus, quand ils sont salariés, ils ne peuvent pas venir à tous les rendez-vous. Puisque l'autorisation légale, c'est pour les échographies officielles, d'accord? Alors si en plus ils sont pas là au rendez-vous, ils voient pas ce bébé à l'échographie, donc tout ça est quand même très abstrait. Ils sont pas là au rendez-vous, ils sont au courant de rien. Il se passe quand même, les mamans ici, vous le savez, beaucoup de choses dans ces rendez-vous, au-delà du fait de, bien sûr, de ce qui est discuté, de ce qui est vu, de machin. Il y a beaucoup de papiers, on va signer des décharges, il y a la question des tests de trisomie, il y a la question des résultats. Il se passe beaucoup de choses dans ces rendez-vous.
auxquels ils sont complètement parallèles à la plaque s'ils ne peuvent pas venir. Alors évidemment, il y a le problème de ceux qui viennent pas parce que ça les intéresse pas. Bon, ça c'est un problème encore plus massif, d'accord? Et puis il y a ceux qui voudraient venir mais qui ne peuvent pas venir. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble très important de se retourner contre l'ennemi commun que nous avons, c'est-à-dire le capital. C'est le capital qui nous met dans cette situation de devoir aller travailler tous les jours de 8h à 18h, de 9h à 19h, que sais-je, pour avoir un salaire, pour avoir le droit de se loger et de se nourrir. Bref, je vais pas ouvrir le chapitre 1 parce que ça va me rendre zinzin, donc voilà. Et qui du coup fait que les pères ne sont pas là, qui fait qu'ils sont pas là aussi parce que c'est organisé comme ça, hein, comme les rendez-vous par exemple. Je veux dire, ils pourraient avoir la possibilité de venir au rendez-vous, mais ils n'ont pas la possibilité de venir à tous les rendez-vous. Donc évidemment, ça va aggraver le fossé, hein, si je peux dire ça comme ça. Fossé qui existe déjà de base, parce qu'en plus ils sont pas sociabilisés à ça. Bref. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Donc, vraiment, les pères, j'ai pu le constater, on leur parle pas, on leur pose pas de questions, vraiment, en tout cas, ça a été notre expérience qui a été partagée, comme je vous le disais, avec d'autres autour de nous. Peut-être que il y en aura, vous me direz en commentaire, qui ont eu des messieurs, s'il y en a qui sont là, peut-être que vous avez eu des vécus différents avec des professionnels. Nous, ce qu'on a pu constater chez nous et autour de nous, c'est que voilà, hein, ils sont là, tout le monde s'extasie qu'ils soient là. Voilà, oh là là, c'est incroyable, maintenant, ils sont là aux échographies, ils sont là à l'accouchement, c'est exceptionnel, vraiment, c'est... Bon, voilà, donc on s'extasie de ça, mais dans les faits, on leur parle pas, on leur pose pas de questions. Et même pour eux, je trouve que c'est une injustice aussi qui est faite aux pères, c'est-à-dire on ne s'inquiète pas du tout de comment ils vont, de comment ils se saisissent de cet événement de vie, et c'est pas la peine d'attendre 6 mois postpartum pour se rendre compte qu'en fait, ils sont eux aussi peut-être vraiment dans le mal depuis le début et qu'on les a pas écoutés, on les a pas accompagnés. Évidemment que le focus est mis sur la mère, c'est normal, c'est elle qui porte cet enfant, bien entendu, c'est elle qui est l'actrice principale. Évidemment. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Mais de la même manière où l'injustice violente envers les femmes de nous mettre dans cette situation de devoir choisir, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, mais de devoir choisir entre guillemets différentes expressions de soi, de devoir choisir entre l'enfant et le travail, etc. Parce que tu choisis à un moment donné. Moi, je suis désolée, je sais que tout le monde sera pas d'accord, mais les femmes qui disent non, on peut tout avoir, on peut tout faire, vous avez la plupart du temps un niveau de revenus et de conditions matérielles qui vous permettent de tout faire. Voilà. La plupart du temps, les femmes, elles font des compromis quelque part, et si c'est pas sur le travail et sur l'enfant, bah c'est sur elle, hein. Je veux dire, pour te retrouver dans une situation où ta maternité n'a posé aucune contradiction dans ta vie, doit pas être très nombreuse quand même, hein. Donc, évidemment, ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, l'injustice envers les femmes est terrible. Tout ce qu'on a évoqué avant. Mais elle l'est aussi pour les pères, qu'on oblige à aller travailler toute la journée et à qui on confisque leur paternité, à qui on confisque d'être là au rendez-vous de leur bébé, qui sont, surtout les premiers mois, les seuls moments où ils ont un peu de lien physique, si je peux dire ça comme ça, avec cet enfant qu'ils ne sentent pas encore. À qui on confisque, déjà j'aurais peut-être pu commencer par là dans la chronologie, à qui on confisque dès le plus jeune âge la capacité à se reproduire. On leur confisque leur capacité à se reproduire. Ils ne savent pas se reproduire. Ils savent pas se faire à bouffer, ils savent pas se faire des lessives, ils savent pas prendre rendez-vous chez le médecin, ils savent pas aller en thérapie, ils savent pas s'occuper de leurs émotions, ils savent pas créer des relations, ils savent pas nourrir des relations, ils savent pas les entretenir, ils savent pas se reproduire. Là aussi, vous comprenez bien, c'est systémique, ce que je suis en train de dire. De manière systémique, le capitalisme patriarcal prive les hommes de leur capacité de reproduction pour l'assigner aux femmes. Ça, on parle de sujet collectif, s'il vous plaît, soyez pas de faire du mauvais esprit, de la mauvaise foi. Ça veut pas dire qu'à l'intérieur du sujet collectif, il n'y a pas des sujets individuels qui sont capables de se faire des pattes. Comprenez bien ce que je suis en train de raconter. Bon. Ça, c'est déjà une première injustice
Bien sûr. Et puis dans la question de la paternité, eh bien on va les priver eux aussi de leur paternité en ne les laissant pas disponibles pour ces rendez-vous, en ne leur posant pas de questions, en ne les impliquant pas, en faisant d'eux des spectateurs, des observateurs. Je l'ai entendu de tous les hommes autour de moi, ce truc de oui mais tu sais nous on n'est que spectateurs de ça. Non, c'est pas vrai messieurs, vous n'êtes pas spectateurs des grossesses, vous n'êtes pas spectateurs des accouchements. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes d'une aide quand vous êtes de bonne volonté et disponible bien entendu pour le faire, vous êtes d'une aide incommensurable, vous êtes d'un soutien incommensurable. Moi je serais bien enquiquiné de pas l'avoir mon mari. Je veux dire, on peut quand même être dans une situation où on se dit, bah s'il était pas là, ce serait vraiment la merde. Et ça serait pas là, il serait pas là, du coup j'aurais pas de sous. C'est pas de ça dont je veux vous parler, d'accord? C'est de dire, j'ai fait partie de ces femmes et je pense qu'il y en a, je suis sûre qu'il y en a plein qui peuvent dire pendant leur grossesse, bah, s'il avait pas été là, ça aurait été vraiment très très lourd. Donc, non, vous n'êtes pas que des spectateurs comme ça, passifs, sans aucune agentivité sur ce qui se passe, que vous servez à rien, à part à faire le coach de temps en temps pour dire allez, petit chien, on respire. Non, non, non. Vous êtes beaucoup plus important que ça et vous l'êtes également pour vos enfants et vous privez de la possibilité d'être avec eux, vous privez de la possibilité de les éduquer, vous privez de la possibilité de les reproduire, de les voir grandir, parce que on ne peut compter que sur vous pour ramener du pognon, parce que tout ce qu'on a évoqué avant, c'est vous qui êtes plus payé, et puis il faut que les femmes elles gardent les enfants parce qu'il n'y a pas de modalité de garde. Je trouve que c'est injuste. Je pense que vous devriez politiser cette question, les pères. Faire comme les mères, c'est-à-dire politiser ces sujets, militer sur ces sujets et que nous nous retournions contre ce que je disais, cet ennemi commun qui est le capital. Alors cette thèse-là, elle n'est pas de moi, elle est de Leopoldina Fortunati, qui vous expliquera ça formidablement bien. Donc Fortunati est une autrice féministe, vous l'avez bien compris, est une militante communiste et elle explique ça vraiment formidablement bien, ce fait de, voilà, on retourne le truc sur le couple et on met le rapport de concurrence du capitalisme dans le couple. D'accord. Bon, ça c'est moi qui ai dans à dire. Je sais pas si elle le dirait comme ça, mais elle va le dire. C'est ça qu'elle va vous expliquer, d'accord. Et donc pendant que le couple, eux, ils se bouffent la rate entre eux, à savoir, toi tu gardes, moi je garde pas, toi t'as plus fait la vaisselle, moi j'ai pas fait ci, toi t'as fait ça, mais quand même tu t'es endetté la dernière fois, je sais pas quoi. C'est là que la thèse de Fortunati arrive. Et bien du coup, pendant que ça se passe, qui est le grand gagnant de cette affaire? Qui est le grand gagnant de cette affaire? Le capital. Lui, il a gagné quelque chose, le capital. Il a gagné le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est au travail productif. D'accord? Donc, en termes marxistes, si ça vous intéresse, ça veut dire qu'on va augmenter le taux d'exploitation. D'accord? On augmente le taux d'exploitation. Tout le monde est au travail productif. Sauf que le travail reproductif, lui, il est toujours non rémunéré. Et il est toujours assuré par les femmes, qui, elles, se retrouvent dans la situation, enfin, nous retrouvons, dans la situation d'en assurer deux de travail. Le travail productif rémunéré et le travail reproductif non rémunéré qui, comme je vous l'ai dit au début, en plus est un travail à temps plein. Mais alors quand on dit à temps plein, c'est pas à temps plein 35 heures, c'est pas à temps plein 39 heures, c'est pas à temps plein pour les deux libertariens qui vont venir m'enquiquiner en commentaire, qui vont dire moi je fais 60 heures par semaine. Mais c'est même pas 60 heures par semaine le travail reproductif, c'est 24/7/7. Surtout encore une fois quand il y a des enfants, parce que même la nuit, tu y es au boulot, d'accord? Travail de nuit, cette affaire-là. Bon, donc évidemment, c'est là que Fortunati, elle nous dit, ici nous avons une impasse. Nous ne pouvons pas. La résolution politique ne peut pas être de demander aux hommes, après leur journée de travail salarié, de faire 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de travail reproductif non rémunéré. Elle a raison, Fortunati. Ce qu'elle essaye de dire, ce qu'elle dit, ce qu'elle essaye de faire comprendre, c'est pas une question morale, c'est une question que ça peut pas être une résolution politique pour deux raisons. La première, c'est que les hommes vont résister à ça, et ils le font. Et ça se comprend. C'est une conquête de la lutte ouvrière, la réduction du temps de travail. Et aujourd'hui, la seule résolution politique, c'est de dire, ah bah écoutez, en fait, on va pas proposer de solution politique. Vous avez qu'à convaincre vos maris d'aller faire 5 heures de travail gratuit en plus. Et quand vous allez pas arriver à les convaincre, on va venir vous expliquer à vous que vous les avez mal choisis. Voilà, comme ça, ce sera votre faute. À la fin, quoi qu'il arrive. Non, ça peut pas être une résolution politique. Fortunati a raison. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème-là du travail reproductif domestique par le fait de demander aux hommes de faire du travail reproductif non rémunéré. Qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de vous dire ne demandez pas à vos maris d'en faire.
C'est pas ce que je suis déjà, il faut pas avoir à lui demander, déjà. Putain. C'est déjà, premier problème. Et surtout, deuxième problème, nous sommes maintenant dans cette situation, malheureusement, donc bien entendu que ils peuvent pas s'en tirer comme ça. Les mecs peuvent pas dire oui, écoute, moi je suis anticapitaliste, alors du coup je fais pas le travail non rémunéré. Non. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de résolution politique, d'accord? Je parle pas de résolution dans les couples. Justement, je veux qu'on arrête de faire comme si tous ces sujets n'étaient que des problèmes de couple et que des problèmes d'organisation et que des problèmes d'emploi du temps et qu'on n'a pas mis le bon planning sur le bon frigo. C'est pas ça le problème. La résolution politique, c'est la réduction du temps de travail pour tout le monde. Et c'est la rémunération du travail ménager, du travail domestique. Que ça soit par la rémunération ou les propositions qui sont faites aussi, bien sûr, dans le cas de sortie du système monétaire par la socialisation. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est de sortir de cette situation. Cette situation crée un rapport de concurrence dans les couples. Évidemment que nous n'allons pas gagner la lutte en demandant aux hommes de faire du travail gratuit. Ils vont résister. C'est évident. C'est sûr qu'ils vont résister à ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui vont le faire. Bien entendu, nous sommes plusieurs ici à vivre avec des mecs qui font leur part, comme on dit, qui nous aident. Vous connaissez la chanson, hein, n'est-ce pas? Bon, si vous êtes dans cette situation, on vous le dit toute la journée. Oh là là, t'as de la chance, hein, qui t'aide et compagnie. Sauf que c'est pas de l'aide, n'est-ce pas? Vous connaissez la chanson. Et que cette aide, entre guillemets, à tout moment, elle est retirée. Donc, ce n'est pas une répartition du travail, cette histoire-là, d'accord? Donc, bien entendu qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de vous dire ne demandez rien à ces pauvres garçons qui font déjà leur travail. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Vous aussi, vous faites votre travail, déjà. Vous en faites deux, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que, par contre, ça, c'est pas la fin. Ça peut pas être la fin du combat. C'est ça que je dis. D'accord? La fin au sens, la finalité. La finalité du combat, ça peut pas être ça. Ça peut pas. Chez nous, ça peut pas être ça. Quand je dis chez nous, c'est la gauche, communiste, socialiste, anticapitaliste, etc. Féministe, ça peut pas être de dire, on va continuer à accepter le fait qu'en fait le travail reproductif n'est pas un travail important, du coup il n'est pas rémunéré, il y a pas de problème, on fait de la valeur sur le travail gratuit des femmes, il y a pas de souci. Et du coup maintenant on va juste le faire plus et le faire à deux. Non. non, la résolution politique ça peut pas être ça. Bon, j'en termine avec justement ce truc de politisation de la parentalité sur la question du travail gratuit des femmes. Alors je vais pas revenir sur tout le travail gratuit, reproductif, le ménage, la bouffe, etc. parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ça me tenait quand même à cœur de dire un point que j'ai vécu phénoménologiquement pendant ma grossesse. Alors je pense que pour beaucoup de mères qui m'écoutent, vous allez pas être étonnés de ce que je vais dire, vous. Et je pense que pour beaucoup, peut-être de femmes ou d'hommes, peu importe, si vous avez eu beaucoup de femmes enceintes autour de vous, vous serez pas très étonnés non plus, d'accord. Par contre, si comme moi vous ne l'aviez pas vécu et ou que vous n'en aviez pas eu beaucoup autour de vous, peut-être vous allez voir ça. J'ai été vraiment très étonnée et très agacée, pour être poli, de la charge de travail émotionnel qu'on demande aux femmes d'une manière générale, bien sûr. Hein. Je reviens pas là-dessus, on en a parlé déjà pendant 1 heure. Et particulièrement aux mères, qu'elles soient enceintes et ou en postpartum. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu constater pendant ma grossesse combien j'étais quand même extrêmement sollicitée, comme je pouvais l'être par ailleurs de manière antérieure, hein, mais que il n'y avait pas vraiment pas de tout le monde, hein, mais une adaptabilité pendant cette période-là de vie, de dire peut-être qu'on va aller solliciter quelqu'un d'autre. Je parle bien sûr de sollicitations importantes, je parle notamment des personnes qui peuvent solliciter d'autres personnes, hein, je parle pas nécessairement de personnes qui sont isolées, etc., etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pu constater et qui a pu franchement m'agacer à beaucoup de moments pendant la grossesse, de me dire, de dire stop, rajouter du travail gratuit aux femmes en fait. Et je m'adresse particulièrement aux femmes parce que j'ai envie de dire les mecs, on n'est plus étonnés de rien, n'est-ce pas? Mais de prendre conscience
Non, en vrai, c'est pas bien ce que j'ai dit. Je retire ma phrase d'avant parce que les mecs aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de travail émotionnel, la plupart du temps, hein, les hommes qui sollicitent le travail émotionnel des femmes sont les hommes proches de ces femmes. C'est la plupart du temps leur conjoint, le frère, le père, que sais-je. Beaucoup moins les hommes un peu plus loin, puisque par sociabilisation patriarcale, la plupart du temps, ils sont plutôt sociabilisés à se taire, à ne pas parler, etc., etc. Les femmes, en revanche, nous sommes beaucoup plus sociabilisés, vous le savez, on l'a évoqué pendant 1 heure, à prendre soin, etc. Et le care et le fait de prendre soin inclut aussi, bien sûr, le travail émotionnel. Et donc, mon message à faire passer aujourd'hui était de dire, foutez la paix aux femmes enceintes et foutez la paix aux femmes en postpartum. C'est-à-dire, si vous avez besoin de déverser vos émotions, je l'entends, je le comprends, je suis navrée, mais vous allez trouver quelqu'un d'autre. J'ai été vraiment estomaquée de ça, dont certaines qui sont mères aussi et qui pourtant savent. Et je pense que c'est pas le fait qu'elles savent pas ou le fait qu'elles s'en fichent, c'est le problème de l'isolement, c'est le problème de la solitude des femmes, des mères, qui font que elles peuvent pas compter sur le grand monde et que du coup elles vont se tourner vers leurs copines. Souvent, hein, bien sûr. Sauf que du coup, je vous invite à vous tourner vers vos conjoints, déjà, en premier lieu, parce que ce ne sont pas des petits chats qu'il faut protéger quoi qu'il arrive. Donc quand vous avez besoin d'eux, il faut qu'ils soient présents. Ils peuvent assurer aussi du travail émotionnel, hein. Ils vont apprendre, ils vont progresser, ils vont s'en remettre. Et à minima, d'essayer de délester un petit peu les mères, encore une fois, qu'elles soient enceintes ou en postpartum, que l'enfant soit dedans ou dehors, de surcroît pour celles qui en ont plusieurs, bien sûr, parce que c'est ça que je voulais vous dire, j'ai été quand même surprise de voir pourtant, hein, vous savez, c'est quand même dans mes sujets de prédilection, hein, d'un point de vue politique, hein, donc voilà, mais voilà, de se retrouver à devoir encore fournir du travail gratuit, et que c'est encore aux femmes qu'on demande du travail gratuit, et que c'est encore aux femmes autour de soi, à nos sœurs, à nos copines, que sais-je, qui sont déjà, elles, dans un travail nécessaire maximal. Elles ont déjà leur maison, leur conjointe éventuellement, les animaux s'il y en a, les enfants, leur travail, salarié ou indépendant, peu importe, hein. Elles-mêmes, un être humain à faire grandir, elles ont déjà tout ça à faire. Et en plus, toi, tu débarques et puis tu déverses tes trucs, quoi. Ah bah oui, mais tu comprends, moi je suis pas bien pour ci, et puis je suis pas bien de ça, et puis j'ai besoin que tu m'écoutes, et puis j'ai besoin de soutien, et puis j'ai besoin de ton aide, et puis il faut que t'écoutes mes besoins, et puis il faut que tu me rassures, et puis j'ai besoin de ci, et puis j'ai besoin de ça, puis il faut que tu m'aides à machin, et puis ça va pas. Enfin, pardon, excusez-moi, je veux pas être désagréable, ça va pas bien, hein. Faut pas faire ça. Vraiment, j'ai été estomaquée de voir le travail gratuit qu'on rajoute tout le temps aux femmes. C'est quand même un truc de dingue, quoi, hein. On le sait évidemment théoriquement parlant, mais l'expérience phénoménologique, elle rajoute toujours un petit truc. Elle est pas indispensable, hein, on n'a pas besoin d'avoir tout vécu dans la vie. Ça aussi, j'insiste parce que c'est un truc que je trouve complètement à côté de la plaque. Le truc de mais tant que tu l'as pas vécu, tu comprends pas. Il y a du vrai dans l'erreur, hein, bien sûr, il y a du vrai dans l'erreur, parce que effectivement, l'expérience phénoménologique, elle rajoute toujours quelque chose, ça je suis d'accord. Maintenant, il y a plein de pros de l'accompagnement ici qui m'écoutent, et vous n'avez pas besoin d'avoir vécu l'entièreté de ce que vivent vos bénéficiaires pour avoir de l'empathie et vous mettre à leur place. D'accord, donc on n'a pas... De la même manière, vous avez plein de personnes qui vont être très très aidants, très bienveillants, très soutenants pendant la grossesse, et qui l'ont pas vécu, soit parce que c'est des mecs, et que la plupart du temps, du coup, ils ne l'ont pas vécu, ou de nanas autour de vous qui ne l'ont pas vécu parce qu'elles peuvent pas, parce qu'elles veulent pas, parce qu'elles sont pas là, parce que j'en sais rien, mais qui pour autant vont être très présentes, très soutenantes, parce que très empathiques, peut-être parce qu'elles ont eu des femmes enceintes autour d'elles, parce qu'il y a eu des enfants autour d'elles, ou tout simplement, même s'il n'y en a pas eu, parce qu'elles sont très empathiques, et qu'elles vont quand même connecter le neurone de je vais aller solliciter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà, ça c'était aussi un point que je voulais dire dans cette question de la politisation de la parentalité, là plutôt spécifiquement à la maternité et notamment sur l'enjeu du travail émotionnel, de la charge émotionnelle, qui encore une fois est du travail gratuit et qui encore une fois met les femmes dans cette situation de devoir s'occuper des autres, de tout le monde. Donc je le dis clairement, si vous avez des femmes enceintes autour de vous, des femmes en postpartum autour de vous, et le postpartum c'est pas 3 semaines, hein, c'est pas 3 mois. D'accord ? Je dis 1 an et demi, 2 ans après leur accouchement, vous leur foutez la paix. Quand je dis vous leur foutez la paix, je ne dis pas vous leur parlez jamais de rien, et c'est pas ça.
je suis en train de parler. Je dis solliciter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas capable à un moment donné de ne pas leur rajouter du travail constant, je veux dire, elles sont déjà au maximum de ce qu'elles peuvent faire. Elles sont déjà en train de faire grandir, un être humain, dedans et ou dehors, d'accord, peu importe, mais dans tous les cas, elles sont déjà en train de faire ça, elles sont en train de s'occuper la plupart du temps de l'entièreté de leur maison, de faire les courses, la bouffe, les lessives, machin, s'occuper de leur conjoint, quand il y a un conjoint qui, comme on l'a évoqué pendant 1 heure, la plupart du temps ne sait pas se reproduire tout seul. Il faut qu'elle s'occupe de son travail, au sens son travail, son emploi, d'accord, trouver des sous, faire son boulot, etc., etc. Potentiellement s'occuper des animaux, potentiellement s'occuper de ses parents qui sont vieillissants, potentiellement s'occuper de ses grands-parents qui sont peut-être très malades, qui sont en fin de vie. Elle est déjà en train de s'occuper de tout ça. Il faut qu'elle s'occupe des papiers, il faut qu'elle s'occupe de tout ce que ça génère de charge mentale, les goûters, les cartables, l'école, les papiers, machin, la grossesse, les rendez-vous médicaux, les analyses de sang, d'urine. Il faut qu'elle pense à tout ça. Et en plus, quand elle a fait tout ça et qu'elle s'est occupée de tout le monde, il faut encore qu'elle passe 4 heures à vous écouter parler de votre... Non, à un moment donné, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On arrête. Mon message est celui-ci. Stop, rajoutez du travail gratuit aux femmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous dis ça en ayant bien conscience, c'est pas pour vous faire culpabiliser, qu'on rajoute toutes et tous du travail gratuit aux femmes. Parce que l'organisation sociale, je vous la refais pas, on l'a fait pendant 1 heure, est ce qu'elle est. Moi aussi, je rajoute du travail gratuit à ma mère très souvent. Parce que quand il faut solliciter quelqu'un et que je sais qu'il me faut quelqu'un qui va réagir vite, bien, à qui j'ai pas besoin de tout expliquer pendant 1000 ans parce qu'elle va comprendre entre les lignes, c'est elle que je vais solliciter. Éventuellement la belle-mère, éventuellement la belle-sœur, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas pour vous faire culpabiliser de vous êtes des personnes épouvantables, c'est pas ça, moi aussi je le fais. Mais c'est essayer de l'avoir en tête, d'avoir conscience. Est-ce que je peux pas me débrouiller seule? Est-ce que je peux pas solliciter un homme à ce moment-là, et sur le sujet que j'ai, et si vraiment, est-ce que je peux pas solliciter peut-être une autre femme qui a pas 1 milliard de trucs à gérer. Moi, je sais, pour vous raconter ma vie, que sur cette situation, ma mère, elle aussi sollicitée à faire du travail gratuit, notamment en s'occupant de sa mère, et voilà, d'essayer dans la mesure du possible, quand on peut, de pas toujours solliciter les mêmes, parce que c'est toujours elle, avec un S, qui se retrouvent sollicités. Et je sais que c'est aussi une période, bon, on le sait, la grossesse c'est souvent une période de réagencement relationnel, pas que relationnel, mais puisque là je parlais de ça, de réagencement relationnel, etc., qui fait un peu du tri, qui repositionne plein de choses. Et pour moi, en tout cas, ça n'a pas loupé. Il a fallu, mais c'est très bien, voilà, redispatcher un petit peu des choses en disant là je peux pas, là je peux pas faire plus que tout ce que j'ai déjà à gérer. Bon, en plus nous, dans la situation, mon mari est accaparé par le chantier de la maison. Donc du coup, en ayant moi-même beaucoup de travail, la grand-mère, machin, je vais pas vous raconter toute ma vie, vous en foutez. Mais du coup, voilà, de dire là, stop. Là, je peux pas faire en plus 3 heures, 4 heures de travail gratuit en plus. Stop. Et surtout, bien sûr, comment dirais-je, je vous dis pas de vous débarrasser de vos relations, c'est vous qui voyez dans vos relations qu'est-ce qui est donnant et qu'est-ce qui mérite peut-être d'être un petit peu repositionné. Mais là, je vous renvoie à tous les épisodes sur la question pour les limites, le truc de Cartman, blablabla. Voilà, alors je reprends mes notes pour voir qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'aurais éventuellement oublié. Bon, je pense que vous avez à peu près compris l'idée d'une manière générale. Méfiance sur toutes les tentatives ou réussites de dépolitisation de ces sujets, c'est-à-dire tout ce qui est individualisé sur les femmes, tout ce qui est individualisé sur les mères, tout ce qui est individualisé sur les pères, moins courant, mais pourquoi pas. Ça arrive aussi quand même sur les pères, le truc de voilà, il faut que tu pourvoies au foyer, machin, bon, tout le miroir de la sociabilisation patriarcale, mais du côté des hommes. Tout ce qui est voilà, individualisation, tout ce qui est couplisation, ça n'existe pas ce mot, mais vous voyez, tout ce qui est non mais ça c'est un problème de couple, c'est un problème d'organisation de couple, c'est voilà. Ou familial, vous démerdez avec les grands-parents, voilà, le truc de il faut tout un village pour élever un enfant. Oui, bien sûr. Par contre, quid du village du coup? Il est où le village en question? On fait quoi des gens qui ne l'ont pas, le village en question, en fait? Et le village en question, on fait quoi quand il est plus là? Parce que des fois, il est là pendant 3 semaines. Bébé vient d'arriver,
tout le monde fait des efforts, on passe vous voir, on vous apporte à bouffer, je sais pas, dans le meilleur des cas, hein, on vous fait un brin de ménage, etc. D'accord. Mais ça s'arrête. Et c'est normal aussi. Je veux dire, les gens ne peuvent pas, pendant 2 ans, être là à temps plein dans vos vies. Ils ont eux aussi leur vie. Enfin, encore une fois, vous voyez, tout ça, ça peut pas être des réponses politiques. Le fait vous avez compris, hein, de psychologiser aussi tous ces enjeux, qui souvent retombent sur les mères, hein. Ton mari, ton conjoint, il t'aide pas. Ah bah c'est toi, tu l'as mal choisi. Voilà, elle est comme ça, au moins, c'est ta faute, hein, c'est pas lui qui en fout pas une, c'est toi qui as mal choisi. Comme ça, au moins, le problème il est réglé. Tu te retrouves en dépression postpartum, bah ouais, mais en même temps elle était déjà un peu fragile, hein. Puis c'est les hormones. Oui, bien sûr. Là aussi, on n'a aucun problème, hein. Si le pic de dépression postpartum il est à 6 mois postpartum, c'est pas parce que c'est la chute d'hormones qui suit l'allaitement, qui suit l'accouchement. D'accord? C'est parce que les conditions matérielles font que les femmes elles sont épuisées, dans un état d'épuisement certain. Vous voyez, donc là c'est pareil, individualisation, psychologisation, psychiatrisation, moralisation, hein, vous voyez la question de l'allaitement par exemple dans l'espace public, ça revient dans la boîte à questions. On en fait un truc moral. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est immoral, est-ce que c'est pudique, est-ce que c'est impudique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais la question première c'est, tu veux qu'elle fasse comment de toute façon? En fait, déjà, on est d'accord du fait que vous avez un problème de sexualiser cet acte, déjà, petit 1. Mais petit 2, parlons des conditions matérielles. Enfin, à un moment donné, vous voyez, c'est les injonctions qu'on disait au début, il faut absolument que tu allaites, sinon t'es une mère absolument épouvantable, hein, bien entendu, on sait bien ça, hein. J'ai une mère absolument épouvantable. Par contre, tu tires pas ton lait au travail, tu tires pas ton lait dehors, tu n'allaites pas en public, tu n'allaites pas au travail, tu n'allaites pas dans les transports en commun. Wesh. Bon. Voilà, le temps qu'on passe avec les enfants, c'est une affaire de choix personnel. Oh, mais ça, tu sais, c'est les couples et surtout les mères, hein, qui voient en fonction de leur carrière, si elles ont envie, si elles ont pas envie de passer du temps avec leurs enfants. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste une question bien sûr, d'envie personnelle, hein, ça va sans dire, hein, voilà. Bon, vous avez compris, d'une manière générale, tant que la question politique, on la laisse se déplacer vers des arbitrages individuels et des arbitrages de couple, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arbitrage individuel et d'arbitrage de couple. Je dis que c'est pas une résolution politique. La question, c'est pas comment bien faire. La question, c'est dans quelles conditions matérielles est-ce qu'on demande aux parents de bien faire. Ça a bon dos d'aller expliquer aux mères toute la journée qu'il faut qu'elles fassent ça bien, et que ça le font pas assez bien, et que ça le font trop bien, et que machin. On fait comment? Je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ça a bon dos d'aller expliquer aux mères, c'est pas bien ce que vous faites, faut pas forcer sur votre périnée. Je fais comment? Hein? Ça a bon dos d'aller dire aux mères, ah tu sais, c'est hyper important, faut faire le mois d'or, faut rester couché pendant 6 semaines. On fait comment? Elle fait comment la mère? Quand le père, il a 1 semaine de congé paternité. Non, maintenant c'est pas dur. Il y a plein de situations dans lesquelles les pères, ils peuvent pas les prendre. Parce que il y a pas l'argent. Et si elle a pas de soutien, si elle a pas son village, comme on dit, vous voyez, il y a pas les grands-parents, il y a pas les amis, il y a pas je sais pas quoi, il y a pas les, elle va pas le faire son mois d'or. Elle va pas rester 6 semaines couchée parce qu'il faut faire le ménage et puis il faut faire à bouffer, puis il faut s'en occuper de ce petit, puis il faut le faire promener et puis elle aussi elle a peut-être besoin de bouger et puis peut-être même il faut qu'elle aille travailler. On peut penser d'ailleurs à nos consoeurs états-uniennes qui ont 2 semaines de congé, si on peut appeler ça un congé. Voilà, donc c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser, c'est dans quelles conditions matérielles est-ce qu'on demande aux parents de bien faire ça à bon dos, d'aller expliquer toute la journée aux mères qu'il faut faire ceci et pas cela, sans poser la question ou sans laisser poser la question de quoi est-ce que les mères ont besoin pour bien faire, comme on dit, d'accord? Et je pourrais parler d'un milliard d'autres choses, les conseils contradictoires et compagnie, mais bon, il fallait faire des choix dans l'épisode parce que sinon on n'allait pas y arriver. Et ça marche pour les pères aussi, au demeurant. Ça a bon dos d'aller dire au père, il faut que tu fasses plus. D'accord, à un moment donné, les pères parmi vous, je pense que vous n'êtes pas nombreux à écouter cet épisode, mais peut-être que vous en avez autour de vous, qui prennent leur tour à l'usine à 3h du matin et qui passent leur journée sur la chaîne de production et à qui on demande encore de faire plus parce qu'en fait c'est eux, c'est leur faute, ça serait à eux de trouver des solutions, c'est à eux de faire plus. Stop quoi, stop. Enfin vraiment, pardon, je vais être désagréable. C'est des problèmes de bourgeois de poser les questions comme ça. Vraiment, faut être dans un niveau d'être au-dessus des contradictions de manière très importante. La dernière chose que je dis,
Très rapidement pour les pros de l'accompagnement, je pense que ça vous a déjà donné beaucoup d'éléments. Je ferai un atelier, je vous mets ça dans la description, de toute façon sur ces sujets-là pour pouvoir mieux les accompagner. Donc je vous laisse regarder tout ça dans la description. Je vous donne pas beaucoup d'infos parce que j'ai pas encore décidé la date, le titre, etc. de cet atelier. Donc d'ici que l'épisode sorte, je vous mettrai, vous aurez les infos dans la description. Mais voilà, un atelier pour accompagner la grossesse et ou le postpartum. Je vais voir si je fais les deux ou si peut-être je fais deux ateliers différents. Mais voilà, de bien avoir tout ça en tête quand vous accompagnez les mamans et ou les papas et ou les couples dans ces étapes-là, de bien garder ça en tête. Attention de pas contribuer à tout ça et de faire que individualiser et du coup de ne les faire que culpabiliser. Ils font aussi ce qu'ils peuvent avec les conditions matérielles qu'ils ont. On n'a pas tous les mêmes conditions matérielles, on n'a pas tous les mêmes possibilités, on n'a pas tous les mêmes gardes, on n'a pas tous les mêmes informations, on n'a pas tous les mêmes accès à la connaissance, on n'a pas tous les mêmes revenus, tout simplement. On n'a pas tous les mêmes soutiens familiaux, amicaux, etc., etc. Pour en citer plein. Et voilà, de pas, d'une manière générale, comme d'habitude, transformer des problèmes qui sont structurels en des problèmes qui sont personnel et de psychologiser tout ça et d'individualiser tout ça, etc., etc. Et évidemment, c'est une période aussi qui est quand même de grands enjeux psychiques. Pas que, mais parce que je sais que vous êtes beaucoup accompagnés plutôt ces sujets-là. Et donc, on s'en parlera dans cet atelier parce que il y a bien sûr les phénomènes aussi de tous ces remaniements psychiques qui vont se produire et qu'il va falloir accompagner. Je vous mets tout dans la description. Allez dans la description de toute façon si vous voulez. Je vous mets la playlist des épisodes qui sont liés aussi à la parentalité qui ont déjà été faits sur le podcast. J'avais reçu une Charlotte qui est sage-femme, j'avais reçu Chloé qui est psy, bref. Solène, Bini, qu'il y en a beaucoup qui connaissent sur le congé maternité quand on est, d'adapter son business à ça quand on est indépendante. Voilà, donc je vous laisse regarder, comme ça vous pourrez compléter avec d'autres sujets si ça vous intéresse. J'espère que cet épisode il vous a plu. Je pense, j'ai pas regardé l'heure, mais je pense que j'ai dépassé l'heure. J'avais dit que je voulais faire 1 heure, mais il y avait tellement de choses à dire et il y aurait encore tellement de choses à dire. Peut-être je ferai un épisode 2. Si ça vous intéresse, on verra. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire retour de cet épisode et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.